Après une carrière au FMI aux États-Unis, elle a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire avec son mari pour accompagner celui-ci dans son projet entrepreneurial. Et pourtant, une fois sur place, elle s'est complètement découvert une passion pour l'accompagnement des femmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir une femme de conviction. Assez connue parce qu'elle a une émission assez célèbre sur Internet, elle va nous livrer aujourd'hui les raisons qui la poussent à autant se donner pour servir les autres. Parce qu'au final, elle dédie sa vie pour aider d'autres femmes à se découvrir et à changer le narratif sur ce continent dans lequel malheureusement beaucoup de femmes continuent de penser que pour s'en sortir, il faudrait qu'elles soient aux côtés d'un homme. Aujourd'hui, nous discutons avec Aïssata Sidibé qui va nous parler de son parcours, mais surtout de ses valeurs et de ses convictions. Et croyez-moi, ça en vaut largement le détour. C'est une interview que toutes les femmes africaines devraient écouter partout dans le continent parce que le message qui leur est adressé ici est poignant. C'est un message de changement de paradigme, un message de changement de perspective et de vision parce que nous avons besoin de femmes sur ce continent, mais de femmes en action qui veulent elles-mêmes s'épanouir et changer les choses à leur niveau. Si vous êtes nouveau ici et si vous nous découvrez au travers de cette interview, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici on parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à tout ça que nous allons faire évoluer ce continent. Et si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire ou alors si vous vivez déjà en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un véhicule de location ou alors si vous recherchez un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan. Nous avons ce qu'il vous faut. Le numéro s'affiche. Contactez-nous. Puis enfin, si vous voulez plutôt investir, acheter une maison pour vous-même, pour votre famille ou alors comme un investissement, là aussi nous construisons des maisons que nous vous livrons afin de vous permettre d'exaucer votre projet en toute sécurité. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Aïssata. Bonjour Aïssata. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Je t'en prie, est-ce que tu veux juste te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Aïssata Sidibé Ndia, je suis présidente de l'ONG Yelemba Women in Action et je suis aussi directrice générale de Afrique Femmes, un média en ligne pour les femmes. D'accord. Première question pour toi qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi tu quittes un poste au niveau du FMI qui est super bien payé pour venir faire du social? Bon, c'était pas immédiat, hein? Oui. Voilà, donc quand j'ai quitté le FMI en 2015, en fait, c'était un choix qu'on a fait, mon mari et moi, parce que, bon, on était aux États-Unis depuis, ça faisait pratiquement 15 ans qu'on était aux États-Unis. On était mariés, on s'est rencontrés, mariés aux États-Unis. Et à un moment, en fait, on a décidé de rentrer en Afrique. Parce que justement, bon, ça devenait compliqué, la vie, c'était difficile avec des enfants en bas âge. Voilà, ça coûtait trop cher et la logistique était un peu trop compliquée parce qu'avec les enfants qui allaient à l'école, moi je travaillais, mon mari lui à l'époque il travaillait de la maison puisqu'il avait sa propre société, mais c'était 1 heure pour aller déposer les enfants à l'école, revenir, c'était trop compliqué. Les distances sont donc longues les aux distances États-Unis. sont longues, Ouais. donc ça lui prenait pratiquement dans une journée presque 4 heures. Hein. Et donc quand il voyageait, on recrutait quelqu'un pour aller déposer les enfants parce que moi j'étais obligée d'être au boulot à une certaine heure. Et donc la logistique était juste trop compliquée et on a décidé, bon c'est pas venu, mais on n'a pas décidé immédiatement, hein. Au fil du temps, on s'est dit ce serait peut-être mieux qu'on soit en Afrique. Et puis lui, avec sa compagnie, avec sa société, il cherchait plus d'opportunités. Et être sur le terrain, c'est mieux que quand on est à l'étranger. Donc on a fait un choix et puis on s'est dit, moi j'avais une carrière, c'est vrai. Et je me suis dit, bon, ce serait plus facile pour moi de trouver du boulot que pour lui, n'est-ce pas, de trouver du boulot là-bas. Voilà, de continuer à travailler comme ça. Donc, c'est un choix très conscient qu'on a fait. Donc, moi, j'ai quitté mon travail au FMI. C'est vrai, j'avais un peu peur, mais bon, je me suis dit... Tu avais peur de quoi? Non, je me suis dit, bon, j'avais un bon salaire, déjà. J'avais commencé, ma progression était très bonne. Et puis donc, bon, je me voyais... C'est-à-dire que j'allais continuer à évoluer dans l'institution. Et bon, donc j'avais un peu peur de quitter toute cette sécurité financière, notamment. Venir en Côte d'Ivoire et puis bon, ne pas trop savoir parce que j'avais pas de boulot quand je suis partie. Je suis partie comme ça, j'ai quitté en me disant bon, je vais arriver en Côte d'Ivoire et je vais chercher du travail. Donc en gros, on peut dire très clairement que tu as sacrifié ta carrière pour suivre ton mari. Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que ça peut être perçu comme ça. Bon, c'est pas un sacrifice, c'est un choix. Oui, mais oui. Déjà, est-ce que tu es féministe? Féministe, oui. Égalité de l'homme et de la femme, oui. Je suis féministe. Mais en même temps, je suis féministe, mais je ne suis pas de celles qui disent mon mari doit faire la cuisine.
Non, pas forcément. S'il a envie, oui, mais c'est pas ça que j'appelle, parce que souvent les femmes, elles veulent, elles comprennent pas vraiment que c'est égalité dans le sens des droits. Donc voilà, égalité de paye, égalité des chances. C'est pas tellement dans le couple, par exemple, quand on dit, pour moi, hein, enfin moi je considère que c'est pas une histoire de ton mari doit faire la cuisine ou vous devez partager les tâches 50-50. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est chacun a sa place. Voilà, ce sont des rôles. Chacun a sa place dans le couple. Après, moi je considère que enfin pas malheureusement, mais moi je dirais même heureusement, la femme c'est la mère. Donc quand même c'est elle qui a un peu ce rôle de s'occuper des enfants. Pas pour dire que le père ne doit pas s'occuper des enfants, hein, pas du tout. D'ailleurs, moi je trouve on le fait assez bien à deux. Mais c'est-à-dire, c'est que faut pas, ça doit être un accord, si tu veux, dans le couple où chacun accepte plus ou moins son rôle dans le couple, mais de manière égalitaire. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est très clair pour moi. Voilà. Je connais bien beaucoup d'écoles féministes, donc je Voilà. vois très bien Non, mais je suis à peu pas près dans. où tu es. Voilà. Je suis pas dans courant la modéré. révolution. Voilà, très modéré. Ouais. Voilà, très modéré. Et je pense que je suis, bon, je dirais pas traditionnelle, mais un peu quand même. Un peu, parce que un peu. parce qu'une féministe classique ne serait pas extrémiste, ne serait pas venue suivre son mari pour faire une carrière en Afrique. Oui, bon, mais et pourquoi? Moi, je trouve que ça n'a rien à Faut voir. leur demander, je suis pas féministe. Je ne peux pas répondre à leur place, en tout cas. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est perçu comme ça. Ouais. Tu quittes ton boulot bien payé au FMI, tu débarques en Côte d'Ivoire, sans travail, par la simple foi que l'entreprise de ton mari va fonctionner. Oui. Vous quittez les États-Unis pour l'Afrique. Ta famille dit quoi à ce moment-là? Tes proches, on t'encourage ou on essaie de te décourager quand même? Je pense que mes proches m'ont encouragée. Ah. Non, mes proches m'ont encouragée parce qu'ils se sont dit, bon, c'est une bonne opportunité. En Afrique, il y a pas mal de choses à faire. Tu pourras trouver ta place aussi au soleil. Donc, non, je pense que j'ai été encouragée. Bon, après, c'est sûr, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais t'as pas de boulot, comment tu vas arriver comme ça? Donc, j'ai eu des questions aussi. Et moi, je leur ai dit, non, c'est une question de choix. Bon, et puis, c'est pas comme si je gagnais beaucoup plus que mon mari. Donc, ça aurait été un peu différent. Là, ça aurait peut-être été différent si je faisais beaucoup plus d'argent que lui. Peut-être que les choses auraient été différentes. Mais dans le cas de figure, je pense que lui, il avait sa société. Moi, de toute façon, je me suis dit, je vais venir, je vais chercher un boulot et je pourrais encore gagner un autre salaire. Donc, ça ne posait pas de problème. Voilà, avec l'expérience. Voilà, j'avais de l'expérience, j'ai des diplômes. Donc, j'avais pas trop peur. Je me suis dit, du moment qu'on peut tenir 1 an, 2 ans, ça va. Le FMI, c'est une grande institution internationale. Oui, tout à fait. Très mal vu en Afrique. Oui, c'est vrai. On les considère comme des colons ou des... Il n'y a pas de... Oui. Ils mettent à genoux les États africains avec leur politique qui ne marche nulle part. Ils endettent les pays. Ça a changé un peu. Ça n'a marché nulle part, le FMI, jusqu'à présent. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il s'est relevé grâce au FMI. Ça a changé. Bon. Les choses ont changé maintenant. Tu continues de défendre l'institution. Non, je ne défends pas l'institution, mais c'est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup de leur politique structurelle, d'ajustements structurels qui n'ont pas marché pour pas mal d'États, et c'est vrai. Mais qui n'ont jamais marché d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Non, il faut le dire. Mais moi, je travaille plus à la famille. Oui, justement, ça n'a jamais marché nulle part. Est-ce que tu n'as jamais, justement, quand tu reviens en Afrique, tu n'as pas eu des remarques par rapport à ça, des réflexions ou... Non, pas trop. Les gens connaissent bien, et puis bon, en Côte d'Ivoire, quand même, il y a eu une bonne relation avec le FMI. Oui, ça va. Avec le PPTE. Oui. Donc, bon, il n'y avait pas vraiment... Non, les gens se disaient plutôt, mais comment tu as fait pour rentrer dans cette institution? Enfin, les gens étaient plutôt admiratifs, ils se demandent comment tu fais pour rentrer dans une si grande institution. Et tout ça, c'était plus un peu cette curiosité. Curiosité, et voilà. Et pourquoi? En fait, moi, mon père travaillait au FMI. Oui. Il y a bien longtemps, en 1900, il est entré au FMI en 1967. Il a quitté en 1985. Oui. Moi, je suis rentrée... Toi, tu es d'origine malienne. Hein? Oui, voilà. Donc, il est entré en tant que malien au FMI. Oui, tout à fait. Il faisait quoi, de l'économie? Oui, il était économiste. Voilà. Et donc, étant jeune, quand j'allais au bureau, j'ai vu cette institution et je me suis dit, je veux absolument travailler ici. C'était magnifique. Les drapeaux, le bâtiment était beau. Et je me suis dit, moi, un jour, je vais être économiste comme mon père et je vais venir travailler au FMI. Et donc, lui, il s'en va, enfin, on quitte les États-Unis en 1985 et on s'en va au Sénégal. Et bien plus tard, je me retrouve aux États-Unis en train de faire mes études. Mais je n'ai toujours pas oublié mon rêve de rentrer au FMI. Donc, et je lui en parle. Et il me met en contact avec une dame. Et j'arrive à faire un stage au FMI. Un piston.
Un piston, oui, j'ai eu un petit piston, oui, tout à fait. Mais bon, piston suffit pas, hein, parce Bien que sûr, piston, ça suffit pas, bien sûr. quand tu arrives, si tu montres pas les résultats, Bien eh ben, sûr, tu tu vas restes pas pas. rester. Donc j'ai fait un stage. Grâce au piston, j'ai fait un stage. J'ai eu un stage. J'ai pas eu un emploi, j'ai eu un stage. J'ai fait 3 mois de stage et bon, pendant que j'étais là-bas, j'ai grouillé pour pouvoir voir comment, quand je finis. Parce que j'avais pas fini encore mon diplôme. Oui. Donc j'ai fait ça juste à l'été avant que je finisse mon diplôme. Et quand j'ai fini mon diplôme, je suis retournée voir les ressources humaines. Je leur ai dit, ah, j'avais fait un stage, je cherche un emploi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer. D'accord. Voilà. Ton papa a travaillé au FMI, tu as Mhm. vécu aux États-Unis, tu viens d'une famille riche. On peut dire ça. Non, pas riche, aisé. C'est quoi la différence? Riche, c'est moi quand tu dis riche, je pense à Rockefeller. Ouais, Je non, pense, là, ok. c'est fortuné pour moi. Ok, bon. C'est de la Riche, fortune, c'est pas de la richesse. je dirais pas riche. Pourquoi tu n'assumes pas? Non, c'est pas que j'assume pas, parce que on n'a pas vécu comme ça, en fait, si tu veux. J'ai pas vécu Tu as vécu difficilement? pas difficilement, Il n'y avait mais pas à manger le soir à la maison? non, si, arrête. Tu n'as pas vu? Je me doute bien que c'est pas ta réalité, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois, enfin, comme par rapport à mes amis oui, qui avaient des parents dans les mêmes situations, oui. je ne vivais Ton pas père, comme eux. il vissait un peu. Oui, un peu absolument. vissé, Mon père, ok. c'était un économiste. Oui. Tu sais que les économistes, ils sont Il connus était pour... proche de son argent, c'est ça? Non, il n'était pas proche de son argent, non, pas du Ok. tout. Mon père était quand même assez généreux, mais c'est-à-dire qu'il faisait attention. Attention, oui. C'était pas quelqu'un qui... tu partais pas chaque année en vacances, tu n'avais pas forcément les dernières baskets, tu n'avais pas forcément les derniers gadgets, non. C'est-à-dire, si tu travaillais bien, oui, tu avais des petites récompenses ici et là, mais c'était pas l'excès. Il n'y avait pas d'excès et c'était toujours quand même assez responsable. Et il fallait travailler dur pour ce qu'on voulait avoir. Voilà. D'accord, ok. Donc, et puis moi, quand je suis partie après faire mes études, moi j'ai travaillé. Hein. Mon père, il me payait mon école, mais je travaillais. Donc, tous mes besoins et tout, c'est moi qui subvenais à mes propres besoins. Ok. Tu as été indépendante assez rapidement. Oui, mais bon, c'était parce que j'ai voulu un peu faire de la rébellion, quoi. Oui, bien sûr. Non, parce que j'étais en France et Oui. j'ai quitté la France. Je suis allée aux États-Unis. Mes parents ne voulaient pas que j'aille aux États-Unis. Ah, Mais je suis pourquoi? partie. Non, parce que bon, j'avais commencé des études en France. Ils se disaient, Ok, bon, fallait tu es en terminer. France, voilà, fallait terminer. Et moi, j'aimais pas, je m'adaptais pas bien. Et donc, j'ai préféré partir. Et quand je suis partie, bon, j'avais pas demandé la permission. Donc, Oui, donc forcément, c'est à tes frais, quoi. voilà. Bien sûr. Non, Tout à c'est- fait. Si Donc- tu veux être indépendante, il faut assumer ce que Voilà, ça c'est implique. ça. Donc, Ouais. pendant une année, on m'a coupé les vivres. Ah oui. Oui, mais bon, comme ma sœur était déjà là-bas, j'habitais avec ma sœur, donc ça posait pas vraiment de problème. Mais on m'avait coupé les vivres. D'accord, ok. Ouais, coupé les vivres. Donc tu as un petit côté rebelle, en fait. Oui. Ok. Non, mais... Oui, Ok. oui, ça, j'assume. Ouais, 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 d'accord. Non, mais c'est bien. Toujours. Tu arrives donc en Afrique, Mm. finalement, pour vivre en tant Ouais. qu'adulte, et Ouais. cette fois-ci marié. Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce qui te surprend quand tu arrives en Afrique à ce moment-là? Qu'est-ce que j'apprécie et qu'est-ce qui me surprend? Alors, qu'est-ce que j'apprécie? Bon, j'apprécie bien sûr la facilité, l'aide, qu'on connaît tous, avec les enfants, beaucoup moins de stress, plus de temps de qualité avec les enfants, voilà. Donc, tout ça, c'est bien, on a quelqu'un pour faire la cuisine, enfin, c'est pratique. Maintenant, dans le cadre du travail, par contre, c'était beaucoup plus difficile. C'était moins, enfin, pour moi, qui venais d'un environnement où c'était plus, on est là, on travaille, j'ai trouvé que les gens, c'était plus une histoire de réseautage. Voilà, donc tu viens, tu travailles dans un bureau, et si on ne te connaît pas, tu écris à quelqu'un par rapport au travail, on ne te répond pas, parce qu'on ne te connaît pas. Hmm. Moi, ça me choquait, parce que je me disais, mais je suis là pour travailler, moi, je ne suis pas là pour, voilà, je ne suis pas ton ami, ou ta cousine, ou la sœur de ton ami. Je suis professionnel, j'ai créé un autre professionnel, pour moi, j'attends une réponse, c'est dans le cadre du travail. Donc, mais non, ça ne marchait pas comme ça. Ça marchait, il fallait connaître les gens, il fallait être dans le réseau, il fallait dire oui, je suis l'ami de temps qui m'a dit de t'écrire. Oui, voilà, c'était comme ça. Sinon, on ne te répondait pas. Ah oui, carrément. Oui, c'était comme ça. Ok. Oui, Tu as trouvé un emploi rapidement ou tu as galéré un peu? je ne dirais pas galérer, mais oui, j'ai attendu un peu. Je pense que j'ai eu un emploi. Bon, moi, je suis quand même assez speed, hein, donc j'ai trouvé un emploi relativement vite. Et je dirais en quoi, 8 mois. Bon, je ne sais pas si c'est vite, c'est pas vraiment vite. 6 mois. Parce que Oh, je suis le temps de arrivée se en poser à 6 novembre. mois, c'est rapide quand même. Ouais, novembre, je suis arrivée en novembre. Et puis j'ai commencé à travailler en mai. Voilà, c'est ça. Ouais, non, oui, c'est Ouais, relativement relativement rapide. rapide, oui. Et bon,
après, nous sommes des Ivoiriens, hein, donc c'était pas comme si on arrivait dans un environnement, on avait déjà une maison, puisqu'on venait depuis, chaque été on venait, même quand on habitait aux États-Unis, on venait régulièrement en Côte d'Ivoire. Donc on n'était pas complètement étrangers aussi. C'est pas comme si on débarquait tout d'un coup. Donc on avait déjà, je pense, semé en fait un peu quelques graines, et puis quand on est arrivé, voilà, tout s'est plus ou moins mis en place. D'accord. Voilà, on n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, pas préparé du tout. On avait déjà la maison. Et puis, mon mari a toute sa famille ici. Donc, et puis moi, j'ai pas mal de connaissances aussi du fait que j'ai grandi aussi à un moment au Sénégal. Donc, mon père travaillait à la Banque centrale, donc il y avait beaucoup de connexions avec la sous-région. Donc voilà, je connaissais pas mal de gens et tout. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, comment ça se passe ta carrière sur place? Bon, mais c'était ça justement. Donc j'arrive et comme j'ai dit, une fois que tu as intégré, hein, oui. Comment ça se passe après? Bon, ma la carrière, croissance. Disons que comme moi je dis, je suis un peu une rebelle et j'étais habituée à travailler dans un environnement qui est assez bien structuré. Donc tu viens, chacun connaît ses tâches, chacun a ses responsabilités, on attend un résultat et bon, j'ai pas trouvé ça forcément. Donc je suis arrivée dans un environnement où bon, il y avait beaucoup de rivalité, d'autorité. Et bon, ça n'a pas trop marché pour moi, honnêtement. Donc, j'ai travaillé 2 ans. Et puis, après, je suis allée travailler pour une institution financière qui est basée au Kenya. Mais j'étais basée en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils étaient au Kenya. Et moi, je faisais toute leur com pour l'Afrique de l'Ouest. Okay. Voilà. Donc, à partir de 2018, je travaille là-bas. Bon, là, ça se passe plus ou moins bien. Bon, c'est un peu plus mentalité un peu anglophone. Bon, les choses sont un peu... C'est un peu plus ce que je connais. Même si c'est vrai qu'il y a encore toutes ces réalités africaines qui restent. Mais bon, c'était déjà un peu plus... ça ressemblait un peu plus à ce que je connaissais déjà. Voilà. Donc, et là, ça se passe bien. Bon, et puis, il y a Covid qui arrive, malheureusement, en 2020. Donc, voilà, donc bon, ça a un peu chamboulé les choses, ça marchait plus trop bien. Donc, j'ai décidé, et entre-temps, donc, à l'époque, je voyageais beaucoup. Hein, quand je travaillais pour l'institution au Kenya, donc j'allais beaucoup en Afrique de l'Est, j'étais au Kenya, je voyageais beaucoup dans la sous-région, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone. Et donc, tout d'un coup, tout s'arrête, bien sûr, 2020, mars 2020, tout s'arrête. Et bon, on est devant les écrans, on travaille. Et pendant cette période, en fait, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, puisque bon, je ne voyage plus. Et bon, les réunions se font en ligne en général. Et c'est là que j'ai pensé à développer Afrique Femmes. Les interviews, enfin, l'émission African Woman, travailler un peu plus avec Afrique Femmes. C'est quoi Afrique Femmes? Afrique Femmes, donc Afrique Femmes, c'est un média pour les femmes qui parle de pour les femmes, il y a des hommes qui passent dedans. Oui, ça c'est l'émission. Ok, mais il y a le concept. Okay. Voilà. Okay. Donc Afrique Femmes, c'est le média pour les femmes. Okay. Voilà. Donc le média en ligne, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, ça c'est le média qui a été créé par le groupe de mon mari en 2013. Donc, Afrique Femmes a aujourd'hui 10 ans. Ok. Voilà. Donc, Afrique Femmes existe déjà. Hein. Ok. Donc, moi, mais bon, à chaque fois, mon mari me disait, mais viens un peu travailler, donne-nous des idées pour Afrique Femmes, pour développer. À l'OPE, je lui disais, mais est-ce que tu vas me donner un salaire de quitter mon FMI pour venir travailler avec non. Donc, tu l'avais déjà fait une fois, non? Tu avais quitté le non. FMI pour venir? Non, mais ça, c'était quand j'étais au FMI qui me demandait de travailler dessus. Ah, bien, à l'époque, tu disais que non. Oui, on m'a créé en 2013, quand ils ont créé. Il m'a dit, oui, je travaille un peu avec... Et je disais, non, parce que tu ne peux pas payer mon salaire, donc attends, je reste dans mon FMI. Et puis, voilà. Après, je peux donner quelques petites idées, je peux un peu suivre, suivre un peu de loin, mais pas m'impliquer à temps plein. Ouais. Donc voilà, et en 2020, justement, je trouve que maintenant, j'ai un peu de temps. Ouais. Et je me dis, pourquoi ne pas m'intéresser à ce produit? Parce qu'en temps, je suis arrivée en Afrique, donc j'ai vu plein de choses, je connais un peu mieux l'environnement, et je me dis, voilà, pourquoi ne pas commencer à faire quelque chose avec Afrique Femmes à plein temps. Et donc, je commence l'émission African Woman, comme ça, hein, sur un coup de tête, parce que je voyais pas mal de femmes qui faisaient des choses, ça m'impressionnait en fait, je trouvais que c'était super. Et je me disais, mais on les connaît pas, tous nos rôles modèles sont afro-américains, voilà, tu vois, et pas assez de rôles modèles africains de toutes ces femmes qui font des choses intéressantes. Voilà, donc je me lance dans l'émission et en même temps aussi je gère le site. Et puis
Et c'est comme ça qu'on commence African Woman en juin 2020 avec notre première invitée, Vidéro. Ah oui, Parce que oui, Vidéro, c'était la première. Ah oui, la première. Parce que en fait, justement, à l'époque, je suivais ses sketchs et je trouvais que c'était Oui, c'est vrai super. qu'elle faisait beaucoup de sketchs au début. Et je me disais, mais c'est qui cette dame? Il faut qu'on l'interviewe parce que franchement, je trouve que Derrière la crise, comment se faire connaître comme ça à travers les réseaux sociaux, devenir si populaire, tu vois? Je trouvais ça vraiment, je trouvais ça bien. Et donc, on commence avec Evidero et c'est comme ça que c'est lancé. Hein. Donc, African Woman, on a décidé un jour comme ça, bon, demain, on fait l'interview et au fur et à mesure, on a développé le concept. Et c'est parti. Et c'est parti. Wow. Comme ça. Waouh, jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, et on avait plein d'autres émissions aussi à l'époque. Et donc, finalement, je quitte. Oui. Je quitte ma boîte en fin 2020, puisque, bon, entre-temps, bon, ça m'ennuyait, en fait, quelque part, parce que, bon, je voyageais plus, et moi, passer 8 heures par jour devant des écrans, ça ne m'intéressait pas. Réunions, voilà. ouais. Donc, je décide de Covid quitter. a changé beaucoup la manière de faire beaucoup de métiers. Voilà. Donc, je quitte en fin 2020, puis je me consacre entièrement à Afrique Femme. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut te payer un salaire avec Afrique Femme, alors? Me payer un salaire, non. Ah. Me payer un salaire, non. Mais bon, je me dis, bon, c'est l'entreprise de mon mari, hein, oui. quelque part. Donc, même si on ne me paye pas de salaire, je me nourris quand même du fruit du travail de l'entreprise. Oui. Donc, ça va. Mais effectivement, non. Non, pas vraiment. C'est pas générateur de... Mais c'est ça, en fait, un peu, les médias en Afrique. C'est très difficile. Hein. C'est pas... tu gagnes pas des millions comme ça. C'est des marges très faibles. Hein. Oui. Ce sont des marges très faibles. De toute façon, tu fais pas un média comme ça juste pour l'argent. Non, absolument pas. Il faut qu'il y ait des convictions voilà, qui drive, tout à fait. Drive ça. Et je pense que là, c'est vraiment avec le média, qu'est-ce que tu peux accomplir? Oui. Et je pense que c'est vraiment ce changement de mentalité, essayer de changer les mentalités des jeunes, des populations, des femmes aussi, bien sûr, à travers tous les messages qu'on fait passer avec les médias. C'est vraiment améliorer, en fait, les mentalités et puis les pousser à aller plus loin, en fait. Voilà. Parce que souvent, en Afrique, je trouve qu'on se limite un peu. On se limite et on ne se donne pas assez de crédit. Les gens font beaucoup de choses, mais malheureusement, ce n'est pas reconnu. C'est ça le problème aussi de l'Afrique. On fait pas mal de choses. Beaucoup de choses viennent de l'Afrique. C'est juste qu'on ne va pas jusqu'au bout de la pensée. On s'arrête, on développe quelque chose, et puis après, le blanc vient, il prend, il l'améliore, et il va le vendre 3 fois le prix de ce qu'on fait. J'ai vu ça 1000 fois, tu vois, et c'est là où c'est un peu dommage. Aller jusqu'au bout. Surtout FMI, tu as vu ça là-bas. Je rigole. Les gens du FMI vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a contre le FMI, lui? En tout cas, on ne va jamais t'inviter au FMI. Moi-même, je leur dis, FMI ne l'invitez jamais. Non, je rigole. Mais non. Mais le FMI a changé. J'espère. Tu sais, ils parlent beaucoup avec maintenant. Je me rappelle quand j'étais là-bas, d'ailleurs, même à l'époque où j'étais là-bas avec Lagarde, elle avait fait beaucoup de changements déjà. Chaque fois qu'elle allait dans un pays, elle rencontrait les femmes, des groupements de femmes leaders, pour discuter, pour voir comment ça se passe et tout. Qu'est-ce qui... ça a accouché quoi? Parce que non, mais on a beaucoup discuté aussi avec les Africains. Beaucoup de discussions, beaucoup de forums. Non, ça a accouché. Beaucoup ça a de accouché séminaires. Qu'ils ont changé. Je pense qu'ils ont... Bon, après, moi, je suis partie, donc je n'ai pas suivi. Oui, elle est partie, elle est partie. Alors, avec African Woman, aujourd'hui, si je comprends bien, l'idée, c'est de mettre en avant des profils de femmes inspirantes. Tout à fait. Pour inspirer d'autres femmes. Absolument. Pourquoi tu veux inspirer d'autres femmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se limitent, qui ne se disent pas qu'elles peuvent, et donc qui se cachent parfois derrière des hommes, ou bien qui attendent le mariage pour émerger, alors qu'elles-mêmes, elles ont des capacités. Mais pas seulement ça. Ça, c'est un bon point, ça, justement. Oui, mais je peux finir? Vas-y, termine, mais je veux qu'on revienne sur ce point-là. Voilà, donc il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs. Ouais. Et en fait, quelque part, c'est pour vraiment montrer à ces femmes que vous pouvez. Rien ne vous empêche, parce que d'autres femmes l'ont fait. Dans le même contexte? Oui, dans le même contexte, africain. Donc, ce n'est pas impossible. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout suivre un rêve, une passion. Parce que beaucoup de gens en Afrique, et ça c'est un peu la différence avec l'Occident, bon non, il ne faut pas que je dise ça parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en Occident qui rentrent dans le quotidien, tu n'as pas le choix, tu vas faire un boulot pour gagner de l'argent parce qu'il faut qu'à la fin de la journée tu puisses te nourrir. Mais je pense que là-bas, il y a plus cette envie de vivre une passion. Tu vois, et ils peuvent plus le faire, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont plus de moyens, enfin voilà. Mais ici, les gens, ils restent un peu dans le quotidien sans vouloir aller vers quelque chose qu'ils aiment faire. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes quelque part, après, tu gagnes de l'argent. L'argent vient après. Il faut déjà aimer ce que tu fais
et puis le faire bien. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on essaye de montrer à travers ces femmes-là. Oui. Et motiver la jeunesse aussi, les jeunes femmes surtout. Oui. Parce que on fait quand même un constat qui est très, très alarmant. C'est que malheureusement en Afrique, la culture, parce que je veux bien pointer le responsable de ça, la culture incite les femmes à penser qu'elles doivent vivre au travers d'un homme. Oui, la culture incite cela, parce que chez nous, il faut être marié. En Afrique, si tu n'es pas marié, tu n'es personne. C'est ce qu'on disait culturellement. Ce n'est pas vrai, en réalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on change. Une femme peut se faire seule. Il y a des femmes que j'ai interviewées qui ne sont pas mariées et qui ont réussi. Donc, une femme peut se faire, mais nos cultures nous forcent un peu, nous poussent un peu dans le mariage. Dans les cultures un peu plus traditionnelles comme au Mali ou au Sénégal, avec la religion, c'est-à-dire que si tu n'es pas marié, tu n'es même personne, en fait. Une femme d'un certain âge qui n'est pas mariée, elle n'a aucun respect, statut dans la société. Voilà. Bon, c'est un peu différent en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que tu es quand même reconnu à travers l'homme. Donc, c'est vrai que ça pousse un peu les jeunes femmes à penser qu'elles sont obligées de se marier. Après, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Si ça ne te réussit pas, il ne faut pas le faire. Voilà. Et je pense il faut faire passer ce message. Parce que ce n'est pas obligé de se marier. Si tu trouves que tu réussis, tu n'as pas besoin d'être marié, tu es heureux sans un homme, tant mieux. Maintenant, si tu as envie de te marier aussi, ben, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ce soit ça que le but ultime de la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Enfin, je pense. Hein. Oui. Non, Parce que souvent, les jeunes femmes, c'est le but ultime. Trouver un mari. C'est la culture. Oui, c'est ça. C'est la culture. Mais il faut mais qu'on... il y a aussi le côté de trouver un mari comme, malheureusement, moyen de s'accomplir, effectivement, dans la société, mais aussi comme moyen de financement. C'est-à-dire que... oui, ça c'est présent aussi. Oui, absolument. Mais c'est, en fait, bon, quelque part, l'un va avec l'autre, en fait. Si tu veux, il y a trouver un bon mari. Parce que c'est pas juste trouver un mari. Trouver un mari, bon, s'il est fortuné, c'est encore mieux. Oui. Voilà, parce que c'est ce dont la plupart des femmes rêvent. C'est de trouver ce mari fortuné. Oui. Ouais. Mais comment toi tu agis? Parce qu'en plus, tu as une casquette aujourd'hui qui est très importante au niveau de ton ONG, dans laquelle tu travailles avec des femmes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu mets en avant pour essayer de leur faire comprendre et si elles comprennent d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin d'attendre un homme pour se découvrir et accomplir des choses. Mais tout à fait. Donc, quand on sensibilise les jeunes filles, parce que ça, c'est vraiment avec les jeunes filles, qu'est-ce qu'on leur dit en général? C'est que travaillez pour vous-même d'abord. Quand vous allez à l'école, travaillez bien, parce que c'est comme ça que vous allez vous accomplir demain. Et ça, c'est la réalité. Si tu n'as pas... Il faut quand même avoir un niveau minimum pour pouvoir accomplir quelque chose. Quand tu es illettré, là, ou bien que tu n'es pas allé loin à l'école, malheureusement, ça te limite. Et c'est une réalité. Donc, il faut absolument, et c'est ce qu'on leur dit, qu'elles-mêmes, elles doivent s'accomplir. Et je pense qu'en leur disant ça, elles comprennent que, bon, en s'accomplissant, ce n'est pas forcément le mari, parce qu'une fois que tu vas à l'école et que tu peux avoir tes propres activités, que tu peux travailler, que tu peux devenir entrepreneur, tu peux subvenir à tes propres besoins. Tu n'as plus besoin maintenant forcément de cet homme. Parce que l'homme, pourquoi on a besoin de l'homme? Parce qu'on ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Mais si tu peux subvenir à tes propres besoins, le besoin de l'homme n'est plus aussi fort, n'est-ce pas? En tout cas, même si tu en trouves un, c'est parce que tu veux être avec lui. Mais pas parce que tu as besoin d'être avec lui. Donc c'est cette différence-là maintenant qu'on peut voir, qu'on essaye de dire aux jeunes femmes que tu n'as pas... On ne veut pas dire à quelqu'un ne te marie pas. Il faut pas qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas que ce soit pas compris. Voilà, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on dit qu'il ne faut pas que ce soit une obligation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en couple parce qu'elles se disent « Oh, il a de l'argent » ou bien « J'ai besoin de ça » ou bien... Voilà, et ça, ce n'est pas bon par contre. Tu vois, il faut que si on se marie, ce soit parce qu'on a envie de se marier. Et donc, je pense qu'on essaye de les sensibiliser par rapport à ça. Bon, pas par rapport au mariage forcément, mais plus par rapport au fait de travailler. Tu vois, d'avoir sa carrière, d'avoir son entreprise, de pouvoir se prendre en charge, d'être autonome. Et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par, tu vois, connaître ses droits, ça passe par mieux s'occuper de sa santé, de soi-même, de son bien-être,
Donc, c'est beaucoup de choses, en fait. Et puis après, parce que bon, quand on leur parle, ce sont des jeunes filles, hein, la plupart habitent parfois chez leurs parents et autres, mais c'est pour leur dire aussi, bon, ok, maintenant vous êtes jeunes, mais une fois que vous allez finir votre cursus, que vous allez aller travailler, vous pourrez vous prendre en charge si vous travaillez bien. Parce que c'est ça, les gens qui sortent premiers de leur promotion, là, ils ne chôment pas. Ça, c'est la réalité, non? C'est une réalité. Quand tu travailles bien à l'école, là, c'est très rare qu'à la fin, tu te retrouves en train de chômer. Tu trouveras toujours un petit boulot ou un petit quelque chose où et les gens vont reconnaître, les premiers de la classe ou ceux qui travaillent très bien. Bon, en général, ils n'ont pas de problème après pour trouver des bourses ou pour trouver pour aller dans des universités. Enfin, voilà. Oui, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, ces jeunes filles-là voient quand même aussi, elles sont beaucoup influencées, comme nous tous d'ailleurs, par les réseaux, par ce qu'on voit dans les médias. Et quand on regarde dans les médias aujourd'hui, malheureusement, la plupart des femmes qui sont en vue, visible, bon, tu es peut-être une exception, mais la plupart des femmes qui sont visibles ne sont pas dans ce schéma-là. C'est-à-dire que aujourd'hui sur les réseaux, on a l'impression que c'est le concours à celle qui va être la plus belle, celle qui va avoir les plus beaux bijoux, celle qui va avoir les plus beaux sacs, les plus belles marques. Et la jeunesse aujourd'hui, justement, court, essaie d'aller vers ces choses-là. Mais ça, c'est une erreur, ça. Fondamentale, sans comprendre que normalement, ces choses-là doivent être le résultat d'un travail. Tout à fait. Et du coup, tu te retrouves avec une société dans laquelle tu as beaucoup de jeunes filles qui ont trouvé comme moyen de raccourci d'avoir une belle vie, de trouver des hommes. C'est-à-dire que finalement, elles ne prennent plus le schéma que tu dis là, qu'il faut travailler, ainsi de suite. Le raccourci le plus simple, c'est pourquoi me prendre la tête? Je me trouve un monsieur, il va me payer mon sac, il va me payer mon ceci, il va me payer mon cela, et je vais pouvoir prendre des photos, poster sur Internet. C'est ce qu'on voit maintenant. Oui, bah, mais ça, c'est de la prostitution. C'est pas tout le monde qui a recours à la prostitution. Hein. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, c'est un raccourci, mais je pense que c'est pas la majorité qui font ça. Honnêtement, c'est mon opinion. Je pense qu'après, il y a des femmes qui sont plus agressives que d'autres, mais la majorité, quand même, je pense, veulent un parcours où elles arrivent à se prendre en charge. Je pense, hein, la majorité. Maintenant, après, il y a les exceptions qu'on voit qui essayent de... tu vois ce que je veux dire? Vraiment aller chercher les hommes qui ont les moyens pour pouvoir... parce que, bon, peut-être elles ont les attributs physiques ou bien elles sont... Voilà. Mais je ne pense pas que c'est un exemple à suivre. Bien sûr. Parce que généralement... Mais est-ce que ce discours est audible quand tu leur parles? Je pense que c'est audible. Mais après, tu sais, tu ne peux pas changer tout le monde. Ouais. Il y aura toujours celles qui voudront prendre le raccourci. Toujours. Ouais. Tu vois, tu vas sensibiliser 30 femmes. Dans les 30 femmes, il y en a 20 qui vont t'entendre et les 10 autres vont te dire, moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Moi, je vais me chercher mon gars qui a l'argent. Ouais. Mais les 20 que tu auras sensibilisés, eh bien, tant mieux. Ouais. Parce que elles, le message sera passé. Tu vois? Maintenant, le problème, c'est que celles qui n'auront pas compris les 10 là, elles seront peut-être plus visibles que les 20. Oui. Parce que c'est elles qui vont aller sur les réseaux sociaux, c'est elles qui vont aller se promener avec les sacs, c'est elles qui vont... Voilà. Mais bon, mais ce n'est pas une réalité. Je pense que beaucoup de gens savent plus ou moins que ce n'est pas une réalité. Elles aspirent à ça. Moi-même, quand je vois Rihanna, là, tu crois que sa vie ne me plaît pas? Sa vie me plaît. Hein? J'ai bien envie d'avoir ce je m'en foutisme, de sortir mon ventre enceinte, de porter des bijoux, de faire... Mais bon, c'est pas ma réalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, donc tout le monde aspire à avoir une vie de luxe, une belle vie, un beau mari, des belles voitures, des beaux... Mais bon, c'est pas la vie de tout le monde, malheureusement. Et si tu veux l'avoir, bah, tu peux l'avoir toi-même aussi. C'est-à-dire, pour une femme, tu peux l'avoir en t'accomplissant aussi. Tu n'as pas forcément besoin d'un homme. Il y a plein de femmes qui sont riches qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Je peux te dire que la plupart des femmes, les vraies femmes qui ont de l'argent, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles sont occupées à faire de l'argent. Elles ne sont pas occupées à train de se montrer dans leur truc. Elles vivent la vie. Elles n'ont pas besoin de la montrer sur les réseaux. Tu vois? Celles qui te montrent là, en général, c'est parce qu'elles en veulent plus et c'est parce que, en fait, c'est pas la vraie vie. Parce que moi, je peux te dire, peut-être que j'ai un peu d'argent, mais je ne vais pas aller me montrer sur les réseaux en train de rouler dans une Jaguar, en train de monter en business class. Je n'ai pas besoin de montrer ça. Ça fait, depuis que je suis née, pratiquement, je voyage tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de te montrer que je voyage. Quand tu veux montrer une photo que tu trucs, c'est parce que tu veux montrer à quand tu veux montrer quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Oui. Tu vois? C'est pas naturel chez toi. C'est pas naturel. Quand c'est naturel, là, tu n'as pas besoin de montrer.
Je peux te dire que les gens qui sont Bill Gates, là, il n'a pas besoin de se montrer dans son jet privé. Pourtant, Ouais. tout le monde sait qu'il a son jet privé, Ouais, ouais, n'est-ce pas? ouais, Mais il n'a pas besoin de Dangote, là. Tu l'as déjà vu de faire une photo dans son avion. ouais. Bah, et pourtant, il a des jets. Donc, tu vois, c'est plutôt ce côté-là C'est qu'il faut fort ça quand voir. même comme message. Oui. Quand on sait qu'on est une société d'apparence et que tout le monde essaye de... Mais c'est du m'as-tu vu et c'est du Ouais. mensonge. Ouais, c'est ça en fait. Pour la plupart, ces femmes que tu vois sur les réseaux sociaux et qui sont là en train de se promener, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Elles disent qu'elles sont entrepreneurs. Pourquoi toi-même tu ris? Pourquoi Non, toi-même parce tu ris? elles disent ça parce qu'elles sont obligées de justifier Ah, leur train de vie. mais bien sûr, parce qu'elles vont pas dire je suis une prostituée de luxe. Ouais. Ah, donc elles te disent je suis une entrepreneur. Mais en réalité, derrière, il y On a ne connaît rien. pas leur business. Ouais. Elles disent- C'est un autre business. c'est un C'est ce autre business-là. Ouais. Par contre, elles ont parfois des sociétés écrans. C'est-à-dire qu'elle a un petit salon de coiffure, un petit salon de je ne sais pas trop qui vend des produits esthétiques. Et au final, tu sais bien que même si tu coiffes 100 personnes par jour, tu ne peux pas avoir les moyens. Tu peux pas, même si tu coiffes 100 personnes à 100 000, tu ne peux pas acheter Voilà. le train de vie que tu as avec ton Absolument. salon de coiffure. Absolument. Et Absolument. c'est un écran. Et malheureusement, la jeunesse voit ça. Les jeunes filles Oui. voient ça et elles rêvent. Oui. Et elles rêvent de cheveux, de tissage à, je sais pas, Oui, oui. 500 000. Ouais, ouais. Et tout ça se répercute sur des hommes, sur des gars. Tu vois, le jeune gars qui sort avec sa copine, Ouais, qui va voir les réseaux sociaux, elle voit cette influenceuse ping, ping, bling, bling. Uh-huh. Maintenant, il vient mettre la pression au petit gars. Ouais. Pour lui dire, ouais, il faut que tu m'achètes un téléphone, l'iPhone 14. Ouais. Il faut que tu m'achètes, je sais pas moi, les dernières Mèches. extensions Ouais. mèches, Ouais. les brésiliennes, les indiennes. Il n'y a jamais les ivoiriennes là-dedans, les camerounaises, les indiennes, les brésiliennes, bientôt on aura les chinoises. Mais tu vois, en fait, je veux dire. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça défocalise notre jeunesse des vrais enjeux. Tout à fait. C'est quand on est un pays, Tout à fait. quand on est un continent Tout pauvre, à fait. comme le Tout à continent africain, Ouais. moi, je me souviens, tu te dis, on devrait être la jeunesse la plus sérieuse au monde. Oui, tout à fait. On devait être ceux qui, plus que personne, Mhm. travaillent dur, plus que personne, parce qu'on a un gros retard à rattraper. Tout à fait. Et pourtant, on a l'impression qu'on n'a pas conscience de ça, Non. et on fanfaronne. Oui, c'est ça. Et Oui. ça, ouais. Oui, et c'est tout à fait ça. On est très superficiel. Ouais. Les Africains, nous sommes très superficiels et dans le matu vu, énormément dans le matu vu. Malheureusement. Et ça, c'est dommage, parce que moi, je trouve que... Et c'est pour ça, je pense aussi qu'on essaye de contrer un peu cette influence, en montrant justement des gens qui travaillent. Tout à fait. Parce que, et je pense qu'on voit quand même le résultat, parce que quand tu vois des gens qui t'écrivent, qui te disent « Ah, merci de montrer qu'on peut faire, j'avais des projets que j'avais mis en attente et maintenant je me lance parce que j'ai vu que… » Voilà, Je réveille tout voilà, ça. Ouais. voilà. Tu sais, je pense que ça marche. Peut-être qu'on devrait le faire à plus grande échelle. Peut-être qu'on devrait le faire… et peut-être qu'on devrait arrêter de promouvoir ces personnes-là, justement, qui sont pas les bonnes personnes. Mais malheureusement, le public même réclame ce type de personnes aussi. Oui. Parce qu'ils aiment voir ces images. Bon, qui aime voir aussi la pauvreté, la faim, ouais. Personne n'aime voir ça. Même moi-même, je n'aime pas voir ça. Même moi-même, quand les Européens nous montrent ça à longueur de journée, ça m'énerve. Ouais. Tu vois, quand ils montrent notre Afrique, voilà, la famine, la femme avec 8 enfants, son mari a 3 femmes, ils n'arrivent pas à se nourrir. Mais moi-même, ça m'énerve. Ouais. Parce que je me dis, c'est pas que ça aussi, l'Afrique. Ouais. Tu vois, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on montre cette Afrique sérieuse qui travaille. Ouais. Voilà, cette Afrique qui se met au travail. Et il y en a une. Bien sûr. Il y a plein de jeunes Heureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, oui, bien qui sûr. se battent, qui travaillent, Ouais. tu vois. Et Eux deviennent de vrais rôles modèles. oui, en fait, c'est ça. Ouais. C'est qu'on donne en fait la visibilité aux mauvaises personnes. C'est ça. C'est on on la rend donne pas. visible. Ils Oui. se rendent visibles Oui, eux-mêmes. oui. Mais non, parce qu'après on les prend pour faire des choses en disant Ça, par contre, oh, c'est vrai. Oui, et ça, pour le coup, il faut le dire. Je constate qu'après, les médias les prennent. C'est eux qu'on invite dans parce toutes les qu'on veut, émissions. on veut du utiliser leur buzz, influence. On veut de l'audience. Voilà, tout à fait. Les marques les prennent. Voilà. Commencent à faire des publicités avec eux. Voilà. Et effectivement, on a le sentiment que ce sont des personnes que la société elle-même adule. Tout à fait. Et ça, c'est pas bien. Et ça, moi, je pense que justement, nos dirigeants, les marques devraient être plus responsables, Bien sûr, justement, bien sûr. et promouvoir des gens Oui. qui travaillent. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette visibilité-là, Oui, tu vois, mais qui sont plus proches du peuple en réalité. bien sûr. Parce que ce sont des gens qui réellement… Mais c'est ça que tu vois qui une sont marque des sérieuse. exemples. C'est aussi Oui, ça que tu vois une marque sérieuse, c'est qu'elle fait le pari de dire je ne vais pas prendre la facilité. Merci. Je vais prendre quelqu'un qui est peut-être moins visible. Voilà. Mais avec lui, je sais que je véhicule quelque chose. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est ce qu'on ne fait pas.
Ouais. Donc, quelque part, les dirigeants, parfois, même s'associent avec ces personnes-là. Oui, bien sûr. Bien Qui sûr. en réalité, ne sont pas des bons exemples. Totalement. Tu vois, mais, et je parle pas seulement je parle pas seulement de la Côte C'est d'Ivoire. partout. Je parle, voilà. C'est partout. Donc, je pense que c'est pas forcément. Après, il faut le dire quand même. En Côte d'Ivoire, je me rends compte parce que je voyage un tout petit peu. Mhm. Et ça n'a rien à voir avec. Je ne suis pas là pour indexer, quoi. Oui. Mais je constate quand même que il y a un besoin de paraître Mhm. Qui est très fort. très fort ici. Et les Camerounais. C'est pas aussi fort. Peut-être que. Excusez-moi, les Camerounais. Peut-être, non, mais je te dis, mais il n'y a pas de chauvinisme dedans, hein, pas du tout. Oui. Je suis le premier à tirer sur les déboires de la société camerounaise quand Ouais. je constate quelque chose. Donc, je ne fais aucun cadeau aux Camerounais, de toute façon, ils le savent eux-mêmes. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a un besoin fort de paraître. Par exemple, et je vais faire des vidéos là-dessus, en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas une voiture, on dirait que la voiture, c'est le Saint Graal. Dès que tu commences à travailler, il faut que tu aies une voiture. Bon, moi, je vais te dire, moi, je conduis une voiture Oui. qui a plus de. Ma voiture est de 2007. Tu as been parce que tu es marié et que tu... Mais non, mais c'est pour te dire que. Je veux dire. Oui, mais est-ce que tu ne constates pas ça quand même? Ce besoin, par exemple, prenons le cadre de la voiture. Oui. Moi, je remarque que beaucoup de personnes ici valorisent beaucoup la voiture. Oui, mais même, je te dirais qu'en Occident aussi, hein. Aux États-Unis, moi, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, Oui. tu sais, il y a le système même de lease où tu loues la voiture Oui. sur 2 ans, tu Oui. la roules, après tu Oui. peux aller la changer. C'est vrai. C'est la même chose en fait, c'est cette société de consommation. On est d'accord. Mais Oui. le niveau des États-Unis n'est pas le même qu'en Côte Oui, d'Ivoire. c'est vrai, mais bon, c'est cette même Le mentalité. gars qui te fait ça aux États-Unis, on est d'accord qu'il a un boulot à Oui, 2 il a un 3 000 boulot. dollars. Oui, bon, pas Le mec non. peut-être pas toujours, mais il a un boulot, voilà. Tu seras étonné. Oui, ouais, je suis d'accord que le besoin de paraître est très présent aussi aux États-Unis. Absolument. Mais on ne devrait pas s'arrimer aux États-Unis pour faire. Non, tout à fait. Mais ce que je veux la te dire, comparaison c'est que malheureusement, c'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs priorités, Oui, qui vont préférer aller acheter une voiture au lieu d'investir dans de l'immobilier ou épargner ou enfin des choses comme ça. Mais je pense que ça change un peu parce que maintenant aussi avec le Oui, développement forcément. des Yango et tout ça, je pense qu'en fait après c'était les histoires de prendre des taxis tout le temps, c'était pas pratique. Mais maintenant que ce c'est pas système, pratique. Hein. non, c'est pas. Franchement, bon, Tu vas acheter une voiture. bon, après bon, c'est un status symbol. Ouais. C'est vrai que ça montre un Bien certain sûr, statut. Bien sûr. Oui, bon, mais bon, moi je me dis. Tu sais ce qu'on m'a dit? Euh. On m'a dit à Abidjan, quand tu as une voiture, tu ne dragues même pas. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Après, il y a voiture et voiture. Hein. si tu as un Range Rover, alors là, c'est dommage. Hein. Je dis ça comme ça. mais Oui, c'est moi je dommage, trouve ça triste mais, parce que ce sont des. Bon, il faut pas s'arrêter à ça en fait. Ouais. Mais c'est encore ce que je te dis. Il faut qu'on arrête parce que on prend des gens. C'est-à-dire que les gens qu'on adule, qu'on promeut et qu'on met en avant, ce sont des gens comme ça. Oui. Mais si on arrêtait de faire ça, eh bien c'est pas ça qui deviendrait important. Tu vois ce que je veux Je dire? suis d'accord. Et c'est bien Donc, que tu changeons inities les mentalités Oui, et changeons les valeurs. tout à fait. Tu vois, Tout à fait. qu'est-ce qui est important? Il faut que ça vienne du haut aussi. Oui. Il faut que ça vienne du haut. Oui. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les valeurs qui sont importantes? Travail, discipline. Et c'est ce genre de personnes qu'il faut promouvoir. oui. Persévérance, Oui. voilà. Voilà, discipline, tu vois, c'est ça qu'il faut montrer, passion dans son travail. Je pense que c'est ça qu'on doit promouvoir. On est d'accord. Et il y a plein de gens comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et, bien sûr. et ils n'ont pas besoin d'être comme les Occidentaux vont nous les montrer au fin fond d'une brousse en train de tailler dans une plantation. Ça aussi, c'est des gens qui travaillent dur. Mais il y en a plein ici à Abidjan qui ont des petits business, qui se battent, qui font des choses, tu vois, qui ne sont pas forcément super riches, mais qui, tu vois. On est d'accord. Qui ont une vraie histoire. Oui, En fait, qui ont une vraie histoire. ils ont Qui ont un une vrai vraie histoire. parcours, Ouais, voilà. et Et même, qui- il y en a qui ont réussi aussi. Et qui peuvent aujourd'hui te dire qu'ils ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Ouais. Ouais. Et que maintenant, ils roulent effectivement dans des voitures et tout, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On est d'accord. Oui. Et ce que je trouve dommage, parfois, c'est que ces personnes-là ne veulent pas en parler. C'est-à-dire, quand tu leur tends un micro, tu leur dis, viens, on fait une interview, raconte ton histoire, ça va inspirer des gens. Ils sont plutôt en mode, non, je veux pas que les gens me voient, je veux pas que les gens... Ça, c'est un des problèmes qu'on a chez nous, c'est que les Américains, par exemple, ils sont très forts pour promouvoir les succès. Oui, les succès, Chez nous, le on success cache les story. succès, Oui. les gens Mais bon, parce que cachent. tu sais, le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a tellement de jalousie. Quand tu t'exposes, après, les gens savent que, voilà. Tu vois, et bon, Tu as viens été chercher victime de quoi. ça? Pardon? Tu as été victime de ça? Bon, moi, je pense pas que je m'expose. Je m'expose pas comme ça, je m'expose pour faire passer des messages. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Je ne m'expose pas. Tu parles pas trop de toi, en fait. Voilà. Ouais. Je m'expose dans le cadre de mon travail. Oui. Pour parler du travail que je fais, avec les femmes que je fais, les valeurs qu'on essaye de promouvoir, au niveau de l'ONG, voilà, les activités qu'on fait sur le terrain. Voilà. Donc, je ne parle pas forcément de moi, tu vois. Voilà. Donc, parce que je pense que c'est ça qui emmène un peu, tu vois, cette jalousie, ces trucs. Donc, quand tu viens, tu parles. Mais si tu si tu sais cadrer ton message, pour que ce soit un message tu vois, positif et un message pour encourager, pour pousser, tu vois, pour motiver, c'est différent. Tu vois, les gens ne vont pas insulter quelqu'un. Bon, quand tu viens, tu te montres, voilà, j'ai de l'argent, voilà, je roule en Range Rover, voilà, tu vois, je voyage quand je veux, je suis en business class. Bon, là, tu vois, il y a toujours un peu de jalousie et ça, c'est dangereux. Mais quand tu montres que tu travailles, tu fais des choses, bah là, c'est un peu différent, non? Non? Ouais. Ah, tu n'es pas convaincu, hein? Non. Je suis peut-être trop optimiste, moi. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Non, mais le problème, c'est que l'Afrique, bon, les gens disent, et je pense que c'est vrai aussi, qu'il y a pas mal de jalousie aussi. Oui, les gens ont peur de s'exposer. C'est sûr. Voilà. Mais après, c'est un pari qu'on prend sur l'avenir. C'est-à-dire que de se dire que il faut qu'on crée le rêve africain. Il faut qu'on donne envie aux Africains de rêver pour faire des choses en Afrique. Je pense qu'il y a des exemples. Moi, je n'ai pas de problème avec des Africains qui montrent qu'ils ont réussi quand ils ont réussi proprement. Oui, voilà, ce que je veux dire. Au contraire même. C'est-à-dire ils vont prendre des coups au début, mais ça va être un moyen de dire aux autres, c'est possible de faire ça ici. Parce qu'en fait, tu connais bien le problème, c'est que beaucoup de gens imaginent qu'il y a un paradis en Occident. Beaucoup de gens imaginent que là-bas, on cueille de l'argent au-dessus des arbres, et les gens sont prêts à mourir sur le chemin pour y aller. Et moi, je pense qu'avoir des gens ici qui leur disent non, en fait, le paradis, il est ici. Le paradis, tu te le crées toi-même. Tu peux créer ton paradis ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Mali. Tu peux créer ton paradis là où tu es si tu t'en donnes les moyens. La preuve, je l'ai fait. Plus on aura des personnes comme ça parce que c'est ce que je dis, ceux qui ont réussi chez nous se cachent. Du coup, on a l'impression que ceux qui réussissent sont les politiciens qui bien souvent sont corrompus et volent l'argent. Oui, et sont visibles. Et eux, ils sont visibles. Avec l'argent du rupple, on voit qu'ils vivent un train de vie rutilant avec l'argent qu'ils ont volé. Et du coup, les gens ont l'impression que pour devenir riche en Afrique, il faut faire politique. Tout à fait. Moi, je veux dire, les gens pensent que pour devenir, il faut que tu voles, il faut que tu triches, il faut que tu couches. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et le but, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le concept de tes émissions, c'est d'aller chercher des gens qui, en réalité, réussissent. Et ce n'est pas une question de niveau d'argent, c'est une question d'accomplir et d'impacter les gens. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Avec des convictions qui inspirent et qui inspirent profondément. Tout à fait. Donc moi, je trouve que le travail que tu fais est salutaire, que tu mériterais d'être très suivi dans le pays. Et il ne faut pas baisser les bras, même si, bien évidemment, les gens vont toujours plus suivre telle ou telle influenceuse. C'est pas grave. Non, mais c'est pas... En fait, voilà, parce que tu vois, nous... Enfin, moi, je ne pense pas qu'on fasse ce travail pour une influence. On le fait vraiment par conviction. Enfin, moi, je le fais par conviction. Parce que, comme je dis, je ne gagne pas des millions. Hein. Bon, après, tu me diras, mon mari me nourrit, ok, donc ça va, je peux me permettre. Et justement, c'est parce que je peux me permettre que je le fais. Oui. Tu vois ? Mais il faut profiter de ça. En fait, c'est ça. Il faut profiter Tout de ça. à fait. Oui, c'est pour ça que je profite de ça pour le faire. Oui. Parce que si ce n'était pas le cas et si j'étais obligée d'aller travailler chez quelqu'un d'autre, eh ben, je n'aurais pas le temps de faire ça. Oui. Je serais obligée de... Tu vois ? Oui, clairement. Donc, j'en profite. Et je pense que... Et je pense qu'il faut qu'on arrive à changer les choses. En Afrique, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, mais bon. Moi, je suis une éternelle optimiste. Hein. Je pense que je vois quand même quand je vois des petits signes, comme j'ai dit, de gens qui m'écrivent pour me dire ça change, voilà, j'ai pu, grâce à l'émission, ça m'a inspiré. Pour moi, ça déjà, ça veut dire qu'on est en train de changer quelque chose. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut jamais négliger les faits de commencement. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est parfois même, je veux dire, tu peux impacter une personne aujourd'hui qui demain va changer le monde. Oui, c'est ça. Je veux dire, une seule personne, tu ne sais pas qui est la personne que tu viens d'impacter aujourd'hui, ce que ça va produire demain. Donc non, il ne faut jamais négliger le fait qu'une seule personne ait suivi ça et derrière... Non, au contraire, je trouve que c'est salutaire. Je ne pouvais pas terminer cette interview sans parler un peu des ONG. Tu es dans le domaine des ONG. Oui, tout à fait. Et on sait que les ONG en Afrique, malheureusement occidentales, sont celles qui ont le plus d'impact, le plus de finances. Comment on fait de l'ONG en Afrique pour trouver de l'argent? Comment tu te finances? Tu sais, nous, en fait, parce que nous sommes une ONG où nous sommes des femmes qui se sont réunies
pour créer l'ONG. Donc, bon, c'est une ONG africaine, bien sûr, mais on n'a pas pour but de, si tu vois, recevoir de l'argent de bailleurs. OK. OK, donc pour le moment, hein, parce qu'on n'est pas à ce stade-là encore, parce que tous les membres de l'ONG travaillent, donc on n'a pas forcément, on ne travaille pas comme une ONG, tu vois, comme les autres ONG Oui. qui travaillent tous les jours, voilà. OK, 5 jours, en fait, 5 jours, voilà. c'est du bénévolat que vous donnez dans l'ONG. Voilà, absolument. Donc c'est du bénévolat, donc on paye des cotisations qu'on utilise pour tout ce qui est administratif, tu vois, et pour financer nos petits projets. Donc on paye chacune des membres, nous sommes 20, chacune des membres paye une cotisation. Et c'est ce qu'on utilise pour financer les activités de l'ONG. Maintenant, oui, nos petites activités. Hein. Maintenant, quand on a des gros projets, on fait des levées de fonds. Et c'est là où on va chercher de l'argent. Et on va chercher de l'argent pour faire des causes. Donc on lève. On fait le Yelemba Market. Bon, le nom de mon ONG, c'est Yelemba Women in Action. Et c'est une ONG qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et la sensibilisation des jeunes filles. Et donc, quand on veut lever des fonds, on a plusieurs activités qu'on fait pour lever des fonds. Donc, on a le Yelemba Market. Ensuite, on fait des levées de fonds, tu vois, direct, où on va directement vers les particuliers pour demander de l'argent. On fait de la communication, voilà, pour recevoir des fonds par rapport à un projet qu'on veut financer ou des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on fait, tu vois. Et on fait pas mal aussi d'actions sur le terrain, mais ça, c'est plus la sensibilisation. Et on travaille beaucoup avec d'autres ONG, justement, parce que pour diminuer les coûts, tu vois. Parce que, voilà, quand on se met ensemble, bien sûr, ça réduit les coûts. Et voilà, donc je ne sais pas si on opère dans le modèle des ONG traditionnelles. Non, parce tu que peux nous, pas, parce que c'est pas du tout. voilà, parce que nous, tout ce qu'on reçoit en général comme argent, ça va vers les causes. Ah, mais ça, c'est Voilà, c'est exceptionnel. Voilà, c'est la côte. Non, et tout à fait. Là, c'est exceptionnel, parce que les ONG internationales. Et c'est fait exprès. Parce que, justement, eux, ils ont trop de coûts, ils ont trop de dépenses. Enfin, ils viennent, ils payent des salaires, voilà, ils vivent la belle vie derrière les ONG. Voilà, clairement. bon. Toi, là, tu veux me mettre dans les problèmes. Ça, c'est toi qui as dit ça. Mais j'assume. Ah non, Voilà. j'assume. Voilà. Ils créent une image de misère de l'Afrique, des pays du Sud. Voilà. Quand tu es à Paris, tu vois de grands métros avec les enfants africains, toujours avec la mouche là. La même mouche est toujours là depuis des années. Chaque fois qu'on prend la photo, c'est bizarre. Cette mouche est toujours là, à côté de son œil. Elle bouge pas. Parfois sur le cil même. Ouais, c'est toujours là. La mouche, elle est toujours là. Et voilà l'image que l'on... En fait, ces ONG m'énervent. Elles m'énervent parce qu'elles jouent de la misère de l'Afrique en montrant une partie de l'Afrique qui en réalité n'est même pas souvent réelle. Oui. Et donc on a l'image, et ça m'embête parce que ça contribue à créer la condescendance occidentale. Tout à fait, ça c'est pas Parce que pour eux, dans leur imaginaire, oui, mais les Africains, c'est pas les gens qu'on aide là, oui. c'est pas les gens à qui on envoie tout le temps de l'argent pour les nourrir. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est dramatique avec ces ONG, c'est que prenons le cas de l'Éthiopie. Il y a eu la famine en Éthiopie, et tout le monde en a parlé. Dans les années 80, on a même fait des concerts. Ouais, je me souviens. Help Africa, Oui. tout. Mais quand l'Éthiopie a eu son boom économique, ils ne sont pas revenus dire aux gens que ça va en c'est plus Éthiopie pareil, maintenant, en fait. oui, tout à fait. Que maintenant c'est une puissance émergente, que maintenant l'Éthiopie est parmi les pays les plus riches d'Afrique. Oui, tout à fait. On a maintenu dans l'imaginaire des gens que, de toutes les façons, c'est toujours pauvre là-bas. Parce que ça fait vivre les gens. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi qu'on dise, c'est que les ONG maintenant, notamment occidentales, sont devenues un business. C'est devenu un business. Un business de la misère. Et c'est dommage que ça se fasse sur le dos des Africains. Donc moi, je dis, il faut que des Africains comme toi se mettent dans le secteur de l'ONG pour faire de l'ONG différemment. Oui. On a toujours besoin de l'ONG. Absolument. Et puis il y a de la misère dans leur pays aussi. Ouais. Parce que nous, je dirais même que c'est un peu de la philanthropie en fait quelque part, parce que bon, on met notre argent puisque chacune contribue, et bon, c'est cet argent qu'on utilise pour nos petites activités, pour tout ce qui est administratif, et tout ce qu'on lève, on le met directement dans le projet. Personne ne bénéficie. 100%. Même quand on va sur les lieux, chacun paye son essence. Hein. Oui, bien sûr. On ne paye pas l'essence de quelqu'un. Sauf si ce sont des gens qu'on a recrutés pour faire un travail. Mais quelqu'un ne va pas quitter les États-Unis pour venir faire ça en Afrique. Il ne va pas payer son billet d'avion, payer ses transports, il va être subventionné. Ouais. Non, mais le pire, c'est ça, c'est que quand tu vois le train de vie dans lequel ils sont, ils viennent à Abidjan, tu vas voir les quartiers dans lesquels ils vivent, les immeubles dans lesquels ils sont, les loyers qu'ils payent, et il te dit qu'il fait de l'humanitaire. Quel mais bon, humanitaire! tu veux aussi qu'ils meurent de faim?
Non, c'est pas ce que je dis. Oui. Non, non, c'est pas ce que je dis. Euh, Après, ils sont dans ce modèle-là. Moi, je ne Oui. leur reproche pas leur modèle. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais je dis, il faut que les Africains apprennent à gérer leurs problèmes eux-mêmes. Oui, ça c'est Et qu'ils apprennent à ça, c'est gérer, vrai. Ça, c'est vrai. même, entre guillemets, même leurs pauvres, Mhm. qu'ils apprennent à gérer leurs pauvres. Ouais, Ça ouais. m'embête que ce soit des Blancs qui viennent en Afrique pour nous dire qu'il faut faire des puits. Ouais, c'est Qui ça. viennent pour nous dire, Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote de Venance Conan dans son livre Si le nègre ne peut pas se tenir debout, laissez-le tomber. Il parlait justement, je pense que c'était au Bénin. Il y avait des latrines qui avaient été construites et sur les latrines, ils avaient dit don du gouvernement allemand. Il dit mais pour des latrines, oui, on peut même pas construire des latrines. On a besoin de dire que les latines ont été construites par des Construit par un- Allemands. Et donc il m'a dit que quand il a vu ça, il était vraiment. Mais on ne se rend même Effaré. pas compte, on ne se rend même pas compte du message Ouais. que ça communique aussi aux Africains. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, C'est tout comme ça si qui on compte. veut. Ça C'est la compte- main tendue aussi. Mais c'est ça le- contribue, c'est le syndrome de la ça main contribue à tendue. maintenir le complexe d'infériorité. C'est-à-dire Tout que à fait. et c'est ça qui fait que les gens s'imaginent que l'Européen, comme on dit chez nous, le blanc est fort. Mhm. C'est-à-dire que, oh non, l'Européen est bon. Excuse-moi, mais pour revenir un peu au thème qu'on disait tout à l'heure, dans Ouais. beaucoup de nos familles africaines, Mhm. quand une fille se met avec un blanc, Mhm. c'est la fête. Amen. Parce qu'on considère que c'est un signe de réussite. Beaucoup de familles ne savent pas qu'il y a des blancs pauvres. Pour beaucoup de gens, ça n'existe pas un blanc pauvre. Mais bon, mais ça, c'est vrai, mais pas partout. Hein. Moi, chez moi, je ne sais pas si ça aurait été célébré forcément au Mali. Donc, oui, peut-être maintenant, ou alors Ouais. peut-être que la culture est différente là-bas, Ouais. mais dans beaucoup de pays, dans beaucoup de familles africaines, Oui. d'ailleurs, même j'ai vu des On a parents, trouvé le salut. j'ai vu des parents même se fâcher en disant, toi on t'a envoyé en Europe pour que tu épouses un noir là-bas. Si on voulait que tu épouses un noir, On t'aurait gardé. on doit regarder ici, non? Il y a tous les noirs ici. On t'emmène là-bas où il y a une majorité de blancs, tu laisses tous les blancs. Parce que dans l'esprit des gens, malheureusement, le blanc est encore synonyme de meilleur, de bon. Ouais. On n'imagine pas. Ouais. Tu as des femmes, tu as des mamans qui disent, moi j'ai entendu des mamans dire, tu t'es mal avec un noir, il va te frapper. Dans l'esprit des gens, le blanc ne frappe pas sa femme. Alors que c'est pas Alors vrai. que- mais il y a comme Mais ils oh, ils mon tuent, Dieu. comme Oh, les blancs tuent ils leurs sont femmes. pires. Mais je veux pas dire ça, mais bon, parfois, Mais tu as l'impression les qu'ils sont pires. statistiques parlent. Oui. Les statistiques Oh, parlent. mon Dieu. Les femmes qui meurent sous les coups de poing des hommes en Occident, je crois que c'est une par jour, deux par jour, qui meurent sous les coups d'un homme en France, par exemple. France qui est quand même supposé être un pays assez avancé en Ah, termes de droits des absolument, femmes. absolument. Donc si en France c'est comme ça, Ouais. tu imagines dans les pays là où Alentour, les ouais. combats des femmes sont moins trucs. Mais dans nos esprits, Mhm. je pense que les ONG jouent un grand rôle. Oui, et Dans je pense qu'il l'imaginaire faut qu'on collectif change. anatomique, Moi, ça. je trouve, moi, ce qui m'a dérangé. Qu'on arrête ça- d'avoir des et blancs c'est- perdus dans les brousses en Afrique, en train de venir aider les Africains à creuser des puits, et ainsi de suite. Mais ce qui m'a frappé, et ça, c'est l'argent que les ONG occidentales mettent. C'est-à-dire que par rapport à, je sais pas, je me rappelle plus, hein, je veux pas me dire quelque chose qui est faux, mais tu dis c'est à peu près 60-40. Donc leur dépense Non, c'est 60. non, non, c'est non, combien non, non, C'est c'est plus de combien 70. Ah, tu C'est vois. plus de 70. De mémoire, à l'époque, j'avais ça m'avait choqué. Mais moi aussi. C'était plus Et je de me suis 70, dit, moi, c'est je veux plus pas de faire. 70. Moi, si je fais une ONG, je veux pas. Bien sûr. Je veux pas que les coûts de mon Tout à DNG fait. soient plus forts, plus. Tout à fait. Les coûts de plus que fonctionnement, le- voilà, non, il leur faut des exactement. voitures. Oui. Mais quelle voiture? Il va pas prendre le Baca. Oui. Il lui faut un pick-up neuf de chez Ouais. CFAO, 40 millions. Mais Il tu lui vois, faut ouais. un appartement, il va pas vivre, il y a des moustiques. Ouais. Il faut qu'il aille en zone 4, qu'il Ouais. ait son appartement dans un bel immeuble. Tout à fait. Et après, il te dit Mais qu'il ça a m'avait des- choqué. Mais bien sûr. Ça m'avait choqué. Parce qu'ils ont des coûts extrêmement exorbitants. Et Il leur faut du finalement- personnel pour le téléphone, il leur faut du personnel. Ouais, Et au final, les aides qu'on donne, combien arrivent? ouais. Et après, on va te dire, on a aidé l'Afrique cette année, on a mis 10 milliards. Mais on te dit pas que dans les 10 milliards, un seul est arrivé en Afrique en Ouais, réalité, c'est parce que ça. les 9 autres ont été consommés par le système. Tout à fait. Tout à fait. That's it. Et nous c'est pas ça. Ben, justement, tu as dit c'est Yelemba, ton Oui, association. Yelemba Women in Action. Comment on vous trouve? Vous êtes où? Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être se dire, on va soutenir Oui, Yelemba. oui, soutenez-nous vraiment, ce serait vraiment bien parce que nous, on est dans le concret. Ouais. Et donc, c'est Yelemba Women in Action. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on a une page web. Et c'est vrai, on reçoit pas mal de demandes de bénévolat, enfin des gens qui veulent Oui, devenir bénévoles bien et tout sûr. ça. Et on prend. bien sûr. On prend bénévole, on prend l'argent, on prend don en nature si vous voulez, sur les projets. Hein, parce Oui. que quand on fait des projets, par exemple, là, on vient de finir avec, on a fait un partenariat avec une ONG qui a créé un centre pour les femmes battues, justement, en parlant de ça, Oui. pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Et je C'est précise. tellement bien tourné. Non, parce Ok. que tu sais, parce que Femme battue, c'est bien. Pourquoi Non, tu dis c'est pas- victime de violence sur le genre? parce que c'est pas parce qu'il y a le viol, parce que il y a Ah, toutes les violences, en fait, Voilà, c'est ça. C'est pas que voilà, la c'est violence pas que la physique. femme battue. Pas que la On femme a battue. l'impression, et les violences psychologiques sont des violences.
On ne se rend pas compte. Qu'est-ce que tu mets dans la violence psychologique? Mais un homme qui passe son temps à insulter sa femme, à la À dénigrer. ce moment-là, il faut que les hommes aient des centres pour eux. Parce que la longue bouche des femmes... Ah non, non, alors à ce moment-là... Mais on a parlé de à ça. ce moment-là, il faut que les hommes aient des centres. Arrête. Parce que nous sommes victimes de très grandes violences. Beaucoup d'hommes souffrent beaucoup. Hein. Commence le centre. On va subventionner. Commence le centre. Nous-mêmes, on va aller chercher l'argent. Le centre des hommes. Les hommes victimes de violences psychologiques. C'est difficile d'être un homme en Afrique. Tu n'imagines pas toutes les paroles que l'on entend. Bon, on va pas entrer là, c'est un autre sujet. Mais, okay. Mais c'est pas faux. Mais on parle beaucoup de la violence physique. Les femmes sont aussi dures aussi. La violence physique qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Ouais. Mais on méprise beaucoup l'impact de la violence verbale. Oui. Mais c'est de ça qu'on parle. Quand on dit violence psychologique, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un qui, au quotidien, te dit que tu es nul, mais il te détruit. Tu sais rien faire. Il te détruit. Complètement. Il te détruit. Mais tu te mets en doute. Bien sûr. Tu vas en dépression. Mais bien sûr. Tu peux plus rien faire. Bien sûr. Et on se rend pas. Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et c'est cette violence psychologique c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de cas de violence. Enfin, on n'en trouve pas parce que les gens n'en parlent pas, parce qu'ils ne réalisent pas que ce sont des violences. Oui. Ils se disent que c'est normal, ils vivent avec. Oui. Tu vois. Donc après, mais c'est ce cas qui existe le plus que même les histoires de femmes battues et tout ça. Oui. Parce que violence, battue, parce que bon là, elle n'a pas le choix, elle part et tout ça. Et bon, on voit. On voit les coups, voilà. Mais les mots te détruisent. Absolument. Mais combien de personnes ont été... J'ai discuté récemment avec quelqu'un, en cas de figure simple. Tu vois, on ne se rend pas compte à quel point... et j'ai constaté que ce monsieur-là, il a travaillé si longtemps dans le cadre du sida. Il est champion, il va certainement se reconnaître. Il est champion pour raconter des histoires. Chaque fois que je le vois, même si c'est 10 minutes, il te raconte 3-4 histoires, toutes pertinentes. Et puis je lui ai dit, mais... pourquoi tu n'écris pas un livre? Parce que franchement, tu as tellement de choses à transmettre que tu devrais écrire un livre. C'est un Ivoirien qui a travaillé ici pendant longtemps. Et il me dit, mais tu sais quoi? J'ai écrit un livre il y a de ça quelques années. Je dis, mais il est où? Il me dit, mais je n'ai pas publié. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'à l'époque, quelqu'un que j'admirais énormément, mon chef, m'a dit un jour, mais qui va s'intéresser à tes histoires des livres sur le sida? Là, arrête ça. Il dit, à cause de cette phrase, tu as vu? Il n'a jamais écrit. Vu? Et aujourd'hui, toutes ces archives ont été perdues. Mais moi, tu sais, mais même jeune, on ne se rend pas compte. C'est ce qu'on appelle le bullying aux États-Unis. Je ne sais pas comment on dit, le harcèlement. Des enfants, là. Mais les enfants sont traumatisés. Bien sûr. On ne se rend pas compte. Il y a tellement de cas de violence, enfin, comme tu dis, même sur les hommes, sur les enfants, sur le harcèlement, les femmes. Surtout sur les hommes. Hein? Surtout sur les hommes. Arrête. Tu m'as l'air vachement harcelé. Non, pas moi. Moi, je suis bien. Mais je parle pour les hommes. Je parle pour les hommes. Lesquels? Ils t'ont raconté leur histoire. Dis-leur de venir nous voir. Le problème avec les hommes, justement, c'est que... Ils n'osent pas parler. C'est ça, en fait. C'est que si tu parles, tu es faible. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tout à fait. Qui va aller se plaindre pour dire que non, ma femme me traumatise. Oui. Et même parfois me frappe. Oui, oh là, c'est pire. Alors là, c'est pire. Ah, mais parce qu'il y a des femmes qui frappent les hommes. Oui, bien sûr. Ouais. Qui frappent les hommes. Oui. Ça arrive. Malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement. Et surtout quand... Non, j'ai failli donner un cliché. Je ne vais pas dire ça. Je dirais pas ça. Ah, mais là, pour le coup, beaucoup de femmes allaient se fâcher. Mais non, mais fondamentalement, ce que tu dis, ouais. Et les hommes, parce qu'il y a aussi cette histoire de la société qui fait que tu ne peux pas te plaindre. Oui. Tu me dis que ta femme te frappe. Non. Comment tu commences où pour dire que ta femme te frappe? Non, ta femme te frappe. Donc, c'est que t'es pas un homme. Donc oui, les gens vivent avec ça et ce sont de vraies douleurs, de vraies. Donc, messieurs, créez un centre pour les hommes. Les hommes victimes de violences sur le genre masculin. Ça, non? Ça, c'était pour les femmes, les violences basées sur le genre. Des violences basées sur le genre masculin. Ça, non? J'ai pas dit féminin. C'est sur le genre. En fait, ils vont aller dans le même sens. Ils vont tous aller dans le même sens. Ces hommes peuvent venir te voir. Il faut aider tout le monde. C'est ton appel, c'est ta vocation, c'est ta mission. Philippe. Aider les personnes victimes de violences. Je te laisserai faire le centre pour les hommes. D'accord. Tu es un homme. Dans quelques années. Tu pourras mieux les conseiller. Non, moi, je n'ai pas le temps, tu vois, mais dans quelques années, d'accord. On ouvrira ce projet. Merci beaucoup. Merci. D'avoir pris le temps de discuter avec nous de ce que tu fais, de tes valeurs, de tes convictions, de ces sujets dont on ne parle pas. Oui, c'est vrai. Et pourtant, avec lesquels on vit au quotidien. Tout à fait. Et beaucoup de courage à toi. Dans tes programmes, dans tes projets. Continue d'édifier les femmes et des hommes aussi d'ailleurs, et de contribuer à changer le narratif. Tout à fait. De nos histoires sur le continent. Et tu es très écouté et tu influences beaucoup de femmes.
Je pense que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quand on fait des vidéos, parfois on a tendance à oublier que les chiffres comme là, c'est vraiment des personnes. C'est vrai, hein? Tu as des vidéos qui ont fait 200 000 vues. Tu Ouais. t'imagines 200 000 Ouais, personnes, ouais. ce que ça représente? C'est vrai. C'est 10 stades de foot. Hein. C'est énormissime. Ouais. Qui ont vu une vidéo, qui ont été touchés par ça et qui t'ont dit merci sans te voir. Donc non, continue le travail que tu fais. Et beaucoup, beaucoup de courage à toi. Ne baisse pas les bras, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, ça avance. Merci. Merci Philippe. Merci à toi. Merci.